Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Tendance Ride. Dans Tendance Ride, on décrypte les coulisses de l'industrie glisse et outdoor. On est gâtés dans cet épisode puisque nous recevons 2 des 3 fondateurs de Pitcher, Julien Durand et Vincent André. Avec 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 90 employés, Pitcher est le petit frère assumé de Patagonia. Le projet fondateur de Pitcher, proposer des vêtements techniques, glisse et outdoor, inclusifs et respectueux de l'environnement. Ce qui était un vœu pieux à la création il y a 15 ans est désormais une réalité. Et je suis absolument bluffé par ce qu'ont réalisé Julien et Vincent. Vous allez découvrir une aventure entrepreneuriale magique. Pionnier dans le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique, vous verrez comment Pitcher a développé une approche construite sur la pédagogie auprès des équipes et partenaires et de coopétition avec les concurrents de la filière textile. Ou comment faire avancer le sujet sans pour autant tenir une position dogmatique. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, régalez-vous. Bonjour Julien, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Mordu. Merci. Eh ben merci beaucoup. Ça va, vous avez la forme ? On est à fond. Super. Excellent. Bon, moi je suis hyper content de vous avoir. Pitcher, c'est un super carton, c'est un super exemple. On va parler de l'aventure entrepreneuriale, de comment ça a commencé. C'est une histoire de potes et ça c'est un truc sur lequel on va sûrement revenir. Mais c'est aussi la volonté de participer à la décarbonation de l'industrie textile, à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un sujet qui nous tient à cœur ici et on va creuser le sujet avec vous si vous le voulez bien. Avec plaisir. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire un peu comment vous vous êtes rencontrés et comment ça a émergé, la création de Pitcher ? L'histoire, elle commence quand on est tout petit, puisqu'on a 12 ans. On se rencontre sur le skatepark de notre ville à Clermont-Ferrand. Moi, Jérémy, je le rencontre grâce à mon cousin. Il avait un sac Burton. Il lui dit ouais, tu fais du snow ? Ouais, je fais du snow. Donc, merci Burton pour la rencontre. Donc, Jérémy, c'est le troisième C'est le fondateur. troisième, voilà. Et du coup, moi, je sortais avec la sœur de Vincent. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. C'était le petit frère. À 12 ans, quoi. Non, C'était Un peu plus tard. Parce on que a- ça rigolait. On a 5 ans d'écart. Donc lui, il avait d'accord. 7 ans. Donc là, on se connaissait pas. Donc moi, j'ai rencontré Jérémy à 12 ans. Et puis après, autour de 15 ans, j'ai rencontré la sœur. Et puis, on a grandi ensemble parce que la relation a duré un petit bout de temps. Vincent s'est mis au skate avec nous et c'était vraiment cette passion du skate. C'était vraiment le skate à la base. Hein. C'était une culture urbaine. À Clermont-Ferrand, nos montagnes, elles nous permettent de rider à peu près 2 mois par an. Donc on peut pas compter que sur la neige. L'hiver, on prenait du plaisir sur la neige. Mais vraiment, le skate, c'est ce qui faisait que tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, on se retrouvait et qu'il n'y avait pas de... Sinon, la différence d'âge n'existait pas. C'était la passion de la ride. Et puis après, on fait tous nos petits bonhommes de chemin. Donc moi, je suis parti travailler pour Coca-Cola. Jérémy, il avait monté sa société d'architecture. Son père est architecte, son frère est architecte. Donc c'est vraiment ancré dans les gènes familiaux. Et Vincent, il finissait ses études en informatique et gestion. Et on est arrivé à un moment où moi, à Paris, je donnais plus du tout de sens à ce que je faisais. J'avais l'impression de bosser pour du capitalisme pur. Et je me disais, mais quel est le sens finalement de mon job ? Qu'est-ce que je fais là ? Donc là, je les ai appelés tous les deux. Je savais que Vincent se cherchait un peu et gérait, lui, c'était cette patte créative qui avait toujours bercé à dessiner des vêtements, dessiner des choses. Donc là, je les ai appelés, j'ai fait, les gars, ça vous dirait pas qu'on attaque cette marque à laquelle on a pensé ? Tout le monde, dans son crew de skate ou quoi que ce soit, a floqué ce t-shirt avec son petit nom. Donc ça, c'était le doux rêve de finalement tous les gens de la glisse. Et là, je dis, ça vous dit pas qu'on fasse un truc vrai ? Et puis on se lance, quoi. Il y a quelque chose à faire. Et Jérémy, c'est lui qui nous a interpellés. Il a dit, par contre, moi, ce qui est important dans tout mon lifestyle, c'est toute cette dimension éco-responsable. C'était un des premiers. On est en quelle année là ? En 2008. Ouais, donc assez tôt dans cette démarche-là, quoi. Ouais, puisque avec son père, il dessinait des maisons complètement éco-conçues avec déjà toute la partie solaire, toute la partie isolation en recyclage de laine. Pompe à chaleur, Voilà. la Donc, totale. donc ils étaient vraiment déjà dans cette démarche que son père avait initiée, donc lui a été bercé là-dedans. Et puis il a dit, voilà, si on fait quelque chose, c'est 100% éco-responsable, durable, commerce équitable, sinon je veux même pas attaquer l'histoire avec vous. Donc on a commencé à réfléchir finalement à la mission principale de la marque, parce
qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on endosse une mission à ce moment-là, histoire qu'on parte pas dans tous les sens. Et donc là, on est parti sur cette notion de changement climatique en disant que finalement, le réchauffement climatique, c'est ce qui allait impacter nos vies sur le long terme et que nous, on devait être un contributeur à cette lutte contre le changement climatique. Donc on est parti en se disant, tous nos produits, toutes nos actions, elles doivent découler de ça. Toujours en gardant cette dimension super friendly, inspirée de l'action sport. Parce qu'à l'époque, il y avait des marques comme Volcom, Burton, qui étaient des marques ultra décalées et ultra inspirantes. Voilà, Core. Core. Et de l'autre côté, il y avait des marques ultra chiantes comme Patagonia, North Face, Millet. C'est des marques qui aujourd'hui ont vraiment un petit peu changé la donne parce que l'outdoor devient mode, parce que ces marques-là se sont modernisées. Mais à l'époque, c'était le truc 2008, qui était vendu chez Chamonix, à papa. Il y avait que mon père qui portait du Pata. Je veux dire, je me serais jamais vu porter une veste Pata en 2008. Et donc, on s'est dit, on doit être vraiment à la croisée des chemins de cette marque engagée qu'on a toujours considérée comme notre parrain, comme notre maître inspirant, et une marque comme Burton qui nous a animés, qui a été le fruit de notre rencontre, et on s'est dit on doit être cette marque-là. Et donc l'aventure commence. Et toi, Vincent, t'es chaud dès le départ, tu sens le truc bien. C'est quoi les doutes au début? En fait, les doutes, t'en as pas parce que t'es gamin. On était tous les trois gamins. Vous avez quel âge là? Maintenant, moi 33, toi 39. Toi, t'avais 19. Moi, j'avais 20, Moi, j'avais 25 et Jérémy 24. Et effectivement, à 24 ans, que ça soit à 20 ou à 24, finalement, t'as à peu près la même gueule et tu t'enthousiasmes de tout, t'es excité partout, et effectivement de monter une boîte avec trois potes d'enfance dans ton milieu passion, forcément, c'est... Mais tes parents, ils te racontent quoi là, à 19 ans avec les copains du skate? Tu sais, généralement quand on raconte l'histoire chacun de notre côté, moi je dis souvent, ça c'est de répondre à une problématique de vivre de sa passion, c'est très cool, ça intéresse tout le monde. En revanche, tes parents, ça leur fout une trouille, une trouille. Sûr. Ils disent là, il va partir n'importe où, ça va rien faire du tout. Mais en même temps, ils ont raison parce que c'était un sacré challenge. Mais de 20 à 25 ans, en fait, tu te rends pas compte que ça va être un méga truc, un méga challenge dur à passer, quoi. Moi, j'ai monté des écoles de kitesurf à 25 ans. Je travaillais dans la finance. J'ai dit à mes parents que je démissionnais pour aller à Cancun monter des écoles de kitesurf, mais je leur ai mis un coup de baramine dans la tronche, quoi. Ils ont mis 3 jours à s'en remettre, hein. Puis après, ils ont accompagné le truc. Donc, c'était un peu pareil chez toi. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, sur le coup, ils sont OK, où vous allez, les gars? Puis, on a bien vendu le projet. Je pense qu'on est quand même relativement assez terre à terre. Puis, on en avait tellement envie qu'en fait, quand tu as bien envie de faire le truc, tu le fais bien et tu le vends bien. Et je pense que du coup, ils ont sont pris au jeu et puis ils nous ont filé un gros coup de main, quoi. Et alors, comment ça a commencé? Ça a été carton au début? Non, alors la première difficulté, ça, quand on entreprend, c'est quand même de trouver les premiers financements. Donc, parce que finalement, t'as beau avoir l'idée, t'as beau être hyper enthousiaste, s'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Donc là, nous, on avait chacun 35 000 euros de nos économies de 3-4 ans de vie professionnelle à faire la petite souris et la fourmi. Et finalement, première année, on bosse avec Jonathan et Fletcher, donc un bureau d'études de recherche et développement sur le vêtement textile technique. Donc on développe une veste vraiment technique, donc là qui n'a rien à envier à des North Face, Pata, Burton et autres. Donc premier produit, vous commencez avec la veste technique. Vous lancez pas des t-shirts faciles. Les t-shirts sont compris dans le package, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on va démarcher un client, c'est le technique. Et de toute façon, quel que soit le sport dans lequel on veut rentrer, on doit rentrer par le produit d'usage du sport et derrière on peut décliner le lifestyle. Donc c'était vraiment la stratégie initiée dès le départ. Et donc derrière on développe ce produit et puis première année, on prend nos petites voitures, donc là on se fait tous les magasins un par un et puis là on s'appelait. Purée, il y a ABS Lyon qui vient de me prendre. Oh génial. Ah, il y a Eric Gros à Hawaii Surf à Paris, on vient de rentrer. Et puis là on se montait la chauffe et puis tous les super clients français nous rentraient. Les Gliss Shop. Ça veut dire quoi? Il te rentre, il t'en commande 10, il te paye. En fait, oui, ils te font une t'en commandent 10, ils les précommandent, ils les payent pas, ils les payeront quand ils les auront reçus, parce que ça se passe 6 mois avant ça. Donc on lance des précommandes et on produit que ce qui a été commandé. Et donc en tout cas, on va dire que c'était un gros carton au lancement parce qu'on ouvre 70 magasins et la vision de départ c'était d'être global, donc d'être une marque internationale d'entrée de jeu. Donc on s'est dit il faut qu'on prospecte à minima le Benelux, la Suisse, l'Allemagne et que nous avec nos petites voitures on aille au moins démarcher des clients clés. C'est pour ça faut se rappeler d'un truc, c'est que le premier mois de tournée, déjà on est très en retard pour faire la tournée commerciale. Normalement tu l'attaques mi-décembre, ta tournée co pour l'hiver, et nous je crois qu'on l'avait attaqué fin février, début mars. Donc en gros pour l'hiver. Ouais, donc c'est déjà fini, tu vois, sport achat est passé. Alors déjà quand t'as passé sport achat de toute façon t'es cuit. Et effectivement le truc c'est qu'on n'avait pas pigé qu'il fallait choper les Big Five en premier. Donc on rentrait dans les Big Five. Tes Big Five, comme disait Julien, Hawaii, tu vois, c'est les magasins qui sont un peu fédérateurs et générateurs de découvertes de nouvelles marques, de nouvelles tendances, etc. Et c'est vrai que au début tu te prends quand même quelques portes. Hein. Moi je me souviens. Ils ont adhéré les mecs au début RSE, ça non, la RSE c'était, mais ils s'en foutaient complet. Ils disaient non mais c'est bon, moi je vais manger déjà de la bouffe bio, je vais pas commencer à m'habiller bio, ça c'est de la mode. Donc en fait cette démarche elle plaisait pas du tout. Par contre Jérémy avec son trait de design architectural, avec toute cette
géométrie asymétrique. On a amené des codes design complètement en rupture avec ce qui se faisait de manière très tradie sur le marché. Donc après, on a aussi été décrié parce que ça a fait un énorme carton. Tout le monde s'est vu habillé de la même manière sur les pistes. Et derrière, il y a eu l'effet inverse avec tous les haters qui ont commencé à se créer. Mais finalement, qui ont été bénéfiques parce que plus t'as de haters, plus les gens parlent de toi, plus finalement, t'es au centre des débats. Et donc, t'existes. Et pour une marque qui a pas les moyens de se financer de la com ou quoi que ce soit, bah, il fallait exister. Donc ça, c'était un truc qui a été bien sur le moyen terme. Mais si on en revient à nos petites tournées, donc là, comme dit Vincent, pour faire le salon ISPO, la veille du salon, on n'avait pas de produit. Je suis parti avec un Transavia en Tunisie récupérer nos vestes pour le salon. Je suis arrivé à 9h du mat, le salon ouvrait à 10h avec les produits. On les a mis sur mannequin 1 minute avant que le salon ouvre. Et ça, c'était notre premier contact client. Donc bien dans le rush, mais on était là. Et donc le côté RSE dont tu parlais, ouais, effectivement, ça les touchait pas du tout. Après, nous, on n'a jamais abandonné sur cette démarche. On a toujours été hyper entreprenant en se disant, c'est le travail de l'ombre qui aujourd'hui fera notre crédit. Donc continuons à faire ce qu'on fait. Et un jour, les gens, ils verront que c'est pas du bullshit et qu'on est dans le concret. Donc là, je te prends un exemple. Tu vas avoir toute la partie visible de l'iceberg. Donc là, tu fais des vêtements en matière recyclée, en coton bio certifié GOTS, avec des certifications Fairwear, Fairtrade derrière tes produits en termes d'éthique sociale. Et puis après, tout ce qui se passe derrière, c'est ta politique de retrait des packaging et des polybags plastiques de tous tes produits. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que tous les produits textiles de cette planète, ils arrivent chez un détaillant, ils arrivent dans un sac plastique. Il est jeté, le consommateur final le voit pas, mais en tout cas, c'est des milliards de sacs plastiques qui finissent dans la nature. Donc ça faisait partie des premières démarches initiées qui ne se savent pas, mais qui se font. Après, t'as toute la partie mapping empreinte carbone, comment aujourd'hui je travaille des réductions par des teintures. Au lieu de faire des teintures à l'eau, on fait des teintures sans eau qui s'appellent Avitera, qui sont un peu plus chères, qui sont difficilement valorisables auprès du client final, mais celui qui rentre dans le détail du produit se dit, ah ouais, c'est pas que du coton bio. Ils réfléchissent à toute la filière teinture, ils réfléchissent à toute la filière filature. Et donc voilà, toute cette démarche qui a été initiée de manière globale au niveau de la marque, aujourd'hui, elle nous sert énormément quand à l'époque, on se disait, purée, est-ce qu'il faut quand même qu'on mette autant de sous là-dedans parce que personne ne le voit, tout le monde s'en fout. Ouais, et puis quand tu achètes un produit technique, en fait, t'as surtout envie qu'il soit technique, dans le sens, t'as envie qu'il soit imperméable, qu'il soit froid, c'est des invests, hein. Donc, ouais, non, exactement. Et puis, on devait rassurer sur ce critère-là, parce qu'on était inconnu. Donc, finalement, en 1, c'était s'assurer qu'on est crédible en termes de technicité, et en 2, ça devenait le petit plus. C'était pas un critère de sélection, comme ça l'est aujourd'hui. Tu vois, quand tu vas acheter ton matos pour ta pratique, parce que Pitcher, depuis le début, c'est ça, c'est un produit pour une pratique. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, c'était pas un critère, quoi. Ouais, et puis, on va en discuter, mais aujourd'hui, ça devient un critère de plus en plus obligatoire, mais un pratiquant, un passionné de glisse outdoor, c'est là où votre mission, elle est pas facile, hein. C'est que le mec, il va pas faire de compromis sur son matos, il a envie d'avoir un truc qui soit nickel. Donc, la difficulté, aujourd'hui, c'est que tu dois lancer un produit qui est au top et qui, en plus, répond à des exigences environnementales. En plus, vous mettez le curseur plus haut que tout le monde, donc c'est compliqué. Mais il y a 12 ans, c'est dur ce que vous avez fait. Et alors, moi, c'est aussi... Mais il fallait quand même se différencier, tu vois, des Volcom, des Burton, tout ça qui étaient à côté de nous. Et qu'est-ce qui te fait exister dans ce milieu, à part un design en rupture, une philosophie différenciante, et ce qu'on a voulu faire aussi à travers l'ADN Picture, là on est sur les valeurs éco, mais l'ADN fondamental à travers la bande des trois potes, c'était aussi d'être hyper inclusif, chose qui n'existait pas en 2008. On avait ce clivage, skateboard, snowboard, ski, et les gens ne s'aimaient pas entre eux, chacun avait sa pratique, et du coup plus l'évolution des pratiques s'est faite à travers les années, s'est démocratisé, plus il y a eu d'inclusivité. Aujourd'hui, on prend une station de ski, les groupes de snowboarders ride avec des skieurs, ils sont potes et puis ils vont partager ensemble. Et du coup, ces trois valeurs fondamentales qui étaient ride, protect and share, qu'on avait écrit au début, on avait dit tous nos produits, toutes nos coms, toute notre essence, elle doit refléter de ces trois valeurs: rider, protéger, partager. Et donc du coup, c'est aussi quelque chose qui a fait que on s'est trouvé de la consistance dans les messages, dans la manière d'appréhender. Et Vincent a vraiment contribué sur la partie partage en termes de com parce que on a exploité ses talents humoristiques. Ah, un peu des fois. On va demander des blagues. Bon, ça lui a fait un peu défaut parce que un peu à mon détriment de mon image, mais bon, faut bien donner de sa personne dans cette boîte. Hein. Mais en tout cas, ce trio, on s'est aussi exploité nous-mêmes en com pour inviter les consos à se dire, je ressemble plus à Vincent, à Jérémy ou à Julien, où on a trois personnalités totalement différentes et on l'a joué un petit peu bande de super-héros dans nos coms. Et ça, c'était vachement important aussi de donner une dimension de proximité, une dimension atteignable. Tu vois, on n'est pas la marque satellisée où personne n'est touchable. Ce qui est marrant là, quand tu racontes ça, c'est qu'on se dit que dès le départ, vous aviez la vision, la proposition de valeur calée, Ride, Share, Protect, la bonne idée sur le design, la vision sur la RSE. Est-ce qu'il y a néanmoins des erreurs que vous avez fait ? Oh bah oui.
En fait, le truc, c'est que cette vision, elle arrive assez naturellement. En fait, là, comment on l'explique? Parce qu'en fait, on s'est un peu inspecté nous-mêmes, et en s'inspectant nous-mêmes, on a trouvé qu'effectivement, les choses se sont mises en place comme ça. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas écrit tout un storyboard en disant en étape 1, on va faire ça, en étape 2, on va faire ça. Et les 5 premières années, c'est vraiment nos caractères, nos envies, nos passions et tout ce qui gravitait autour qui a fait que les choses se sont construites comme ça. Et c'est vrai que cette marque, c'est un peu le miroir de nous trois, de nos caractères, de nos envies et nos trucs comme Alors, ça. si on revient sur les 3 potes et les 3 personnalités différentes, en gros, qui fait quoi dans la boîte? Jérémy, j'imagine que c'est le design. Ouais, Jérémy, lui, il dessine, il donne toutes les inspirations créatives, il a la direction artistique. Il faut pas lui demander de trop organiser les équipes. D'accord. Mais par contre... D'ailleurs, il devait être là, il est pas là. Il est en train de faire des peintures au Picture Store. Mais en tout cas, il est hyper inspirant pour nous parce qu'il est hyper rassurant, parce qu'il nous donne une vision de à quoi ça ressemble dans 2 ans. Et je sais pas comment il fait, mais en tout cas, il le fait. Et ça marche globalement pas mal. Et puis après, avec Vincent, on s'est divisé un petit peu les tâches. Moi, j'ai pris en charge toute la partie marketing, vente, développement. Et lui, toute la partie, finalement, en amont, qui est la partie compta, finance, gestion, administration des ventes, toutes les fonctions support. Et du coup, nous, on bosse globalement quotidiennement ensemble parce qu'on est hyper interconnectés. Quand Jérémy est plutôt un électron libre qui nous nourrit de sa créativité, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le moment où on comprend, voilà, ça a été une trajectoire avec un vrai succès. Donc au début, ça cartonne d'abord en France. Alors ouais, le marché domestique, il a commencé puisqu'on faisait 80% du chiffre sur le marché domestique, mais dès la première année, on avait quand même 20% à l'export. Ça, c'était important. Le choix du nom Picture également. Donc ça, pour la petite histoire, c'est inspiré d'une vidéo de snowboard qui s'appelle Picture This, qui date de 2005. C'était une vidéo MacDog. Et cette vidéo, elle a été hyper inspirante parce que GoPro n'existait pas à l'époque. Et c'était la première vidéo avec des caméras embarquées, des travelling cams. Et du coup, c'était du cinéma dans le snowboard. Une vidéo qu'on a dû poncer, 150 fois. Et quand on faisait le brainstorming du nom de marque, c'était une VHS à l'époque, en plus c'était même pas un DVD. Il y avait cette VHS où il y avait écrit Picture This, et puis Jérémy a écrit Picture sur le petit ticket de brainstorming. Ça faisait quand même 10 jours qu'on n'était jamais d'accord quand on cherchait les noms. Au début, on a commencé par des noms à la con aussi, parce que tu sais, quand tu démarres le soir un peu tard, forcément tu commences à gribonner des trucs. Alors le nom de Salade est arrivé, mais je pense qu'on serait pas en train d'en parler si ça avait été ça. Salade. C'est. Je suis pas sûr que tu nous aurais invités, mais c'est engagé. C'était engagé, mais à 2 doigts, ça a failli être if. T'as des if, ouais, parce qu'on voulait un logo avec un sapin et une goutte. Ah ouais, un if quoi. Ouais, okay. Et du coup c'était le sapin, c'était IF. Donc on a les premières planches design dans le bureau encadrées de Géré qui avait commencé à travailler toute la charte logo, etc. de if. Et puis finalement il y a eu Picture qui est arrivé 10 jours après, et là on a fait. C'est mieux. Ça sera vachement mieux. Il fallait que ce soit anglophone parce qu'il fallait, tu vois, dans notre tête c'était des marques hyper impactantes, tu vois, Burton, Volcom, DC. Et du coup c'était 2 syllabes, c'était anglicisé, c'était facile à retenir. Donc quand on est tombé sur Picture, on a dit ouais, c'est ça qu'il nous faut. Et donc là, on prend nos petites bagnoles, on visite tout le monde. Comme je te disais, 80% en France, ça faisait 160 000 euros de chiffre d'affaires. Première année, on perd quand même 100 000. Donc là, tout l'argent qu'on investit, il n'y en a plus. Ok. Donc le papa de Vincent avec un associé, ils avaient fait 2-3 petits coups immobiliers avec une SCI, sans être richissimes, mais ils avaient une SCI qui était profitable. Donc on leur a demandé un petit coup de main. On leur a dit ouais, est-ce que vous pourriez nous filer un petit coup de pouce, parce que là, notre année 2, on peut pas la faire, faut qu'on lance nos prods. Quand tu dis tu perds 100 000, c'est le résultat net, le 100 résultat 000 net, euros. 100 000 euros. En fait, c'est que tu bouffes la grenouille. T'as Et autant vu de que charges, nous, finalement. on avait amené 100 000 de nos deniers personnels, il n'y avait plus rien. Ok. C'est ça. Et Et il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, tu vas pas voir une banque pour leur dire les gars, ça vous botte d'aider une boîte avec 3 petits jeunes Non. qui ont une boîte de textile. Vous revenez dans 10 ans. Les mecs qui regardent, ils disent là tout de suite non, mais on verra après. Et donc du coup, les papas, donc les 2 papas, celui de Vincent et son associé, rentrent avec nous dans l'aventure. Et pour le coup, sans eux, on serait pas là. C'est pas qu'ils ont mis de l'argent, c'est qu'ils ont accepté d'être caution solidaire des prêts bancaires. Ok, alors c'est encore pire ça. Donc c'est encore pire parce qu'il y a quand même des. Parce que tu peux perdre de l'argent que t'as pas forcément. Voilà. Exactement. Mais bon, ils avaient confiance en nous. Par contre, on faisait des réunions tous les mois pour savoir où on en était, ce qu'on faisait, pour être rassurant quand même. Et donc, pendant 3 ans, ils ont été caution solidaire des prêts, ce qui a permis à la boîte d'exister. Et puis après, les montants étaient trop élevés, donc du coup, ils ont dû se retirer. Ils ont dit non, on va pas perdre tout ce qu'on a mis une vie à gagner juste pour vous faire plaisir. Non, puis au-delà de ça. Et puis les banques nous suivaient après. Les banques nous ont suivis dès la 2e année, et c'est vrai qu'ils ont vu aussi en nous un projet qui était ultra sérieux, avec des produits qui étaient bien faits. Puis finalement, ça a joué. Et puis après, on va dire la marche normale s'est mise en route, quoi. Alors aujourd'hui, Picture, en termes de chiffres, vous faites quoi comme chiffre d'affaires ? Là, avec le Covid, les turbulences et tout ça, on fait 30 millions. Ok, 30 millions. Et combien de pourcents en France ? 28. 28, ouais. J'allais dire 30 millions. Un petit tiers. Il y a des employés, c'est 60, Donc, c'est ça, j'ai vu 80 maintenant. 90. Ouais, si on compte les Avec alternants. Paris. Ouais.
Ouais. Et du coup, là, j'en finis sur les questions un peu techniques, mais en termes d'investisseurs, il y a du monde derrière, il y a un fonds, c'est indépendant. Il n'y a rien du tout. Et là, on est très content de l'avoir fait. On a racheté, parce qu'on était, du coup, avec ces histoires du début, on était à 51% nous et 49% eux. Et aujourd'hui, on a racheté 25%, donc on est à 25, 25, 25. Tous les trois, on a 75. Et ceux, les historiques, ont 25. Et il n'y a jamais eu personne d'autre. Et on tient à fond à notre indépendance, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Et quand on va parler RSE tout à l'heure, c'est des décisions qui coûtent, qui rapportent pas forcément, mais c'est des décisions qui nous tiennent à cœur. Et ça nous donne une certaine liberté. Cette liberté, elle a pas de prix. Et si on a entrepris, c'est aussi pour être libre et pas répondre à des fonds d'investissement et autres. Et quand je te parlais tout à l'heure de Coca-Cola ou Origina Schweppes, chez qui j'ai fait mes gammes avant de créer Picture avec les gars, finalement, t'avais l'impression que tu bossais pour des mecs derrière. Et moi, c'est ce que j'ai fui. J'ai fui le politiquement correct et j'ai fui cette dimension. J'ai pas de champ d'action. Parce qu'il faut donner de l'argent à des mecs qui n'ont rien fait, mais qui sont là pour en prendre. Enfin, après, on peut montrer du doigt les actionnaires Enco, mais c'est juste une réalité d'entreprise qui, tous les 3 mois, il y a des reportings. Le DG de la boîte, il est là pour les actionnaires. Donc le mec, s'il veut sauver sa chemise, faut qu'il délivre. Et les gars, derrière, c'est des investisseurs qui veulent du rendement et ils s'en foutent, quoi. Enfin, c'est pas la même lettre de mission. Quand t'es indépendant, s'il y a une année comme le Covid qui est un peu dure, il y aura pas de dividendes, les gars, mais c'est pas grave. On va peut-être même un peu perdre d'argent, mais on va investir, on va garder les employés, et on va construire le futur. Et c'est pas du tout la même logique de gestion. C'est pour ça que c'est super important d'être indépendant comme vous l'êtes. Et tu vois, c'est vraiment des philosophies qui ont été hyper inspirantes via des Burton ou Patagonia, qui sont quand même les deux marques qu'on cite dès le départ en tant que mentor. C'est les deux seules marques indépendantes de notre environnement. Toutes les autres marques, elles dépendent de fonds. North Face, CVF, Volcom, c'était Kering. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, ce qui nous inspire aussi à la base, c'est des marques dont les fondateurs sont encore à la tête et impulsent une dynamique autour de valeurs qui leur sont chères. C'est une question que j'avais pour vous, parce que Picture maintenant c'est hyper connu, mais on dit souvent c'est le nouveau Patagonia ou le Patagonia français. Je me suis dit, ça vous saoule qu'on vous compare toujours à Patagonia? Est-ce que vous dites oui, enfin on n'est pas Patagonia, nous on est Picture, quoi. Non, c'est bien, je trouve, de se faire comparer à une marque comme ça. C'est une marque emblématique. Finalement, j'ai envie de te dire qu'être considéré finalement presque comme le fils spirituel de Patagonia, on prend l'âge des entreprises. Patagonia, ils ont 50 ans. C'est comme si mon père avait 50 ans, Picture a 14 ans. Moi, je suis ado. Enfin, on est ado et on est en train de construire notre histoire. On sera différent de nos parents, mais nos parents sont ancrés dans nos gènes. Et une marque comme elle, qu'on cite dès le départ comme une référence, c'est un petit peu ça. Donc, moi, je trouve ça même hyper valorisant que les mecs presque reconnaissent en nous des gènes de Patagonia avec une certaine modernité qui nous est propre, avec une certaine vision décalée qui nous est propre. Et du coup, on n'est pas comme eux, mais on est dans une veine similaire. Et ils continuent de nous inspirer, comme ton père t'inspire au quotidien à travers certains trucs qui auront un impact sur ta vie tout le temps. Vous n'avez pas encore envie de tuer le père? Non, ça va. À la rigueur, plus tard il meurt, mieux c'est pour nous, parce que c'est quand même cool d'être inspiré. C'est un super modèle et ils ont vraiment été hyper pionniers sur ces sujets. Vous avez dû voir, il y a le dernier rapport du GIEC là, qui est sorti il y a quelques jours. Donc là, les constats continuent d'être à la fois de plus en plus incisifs, quoi. Enfin, il n'y a plus de débat sur la teneur du réchauffement climatique. Là, la dernière conclusion, c'est on a 3 ans pour diviser par 2 les émissions carbone si on veut contenir le réchauffement climatique de A5 à la fin du siècle. Ça vous inspire quoi? En tout cas, aujourd'hui, ça nous inspire les actions qu'on doit mener, nous, en tant qu'entreprise, à notre échelle. Et puis, en tant qu'individu. En interne, c'est des échanges qu'on a beaucoup. Ce rapport, il a été partagé par Florian, qui s'occupe de la RSE chez nous, qui est vraiment au fait de tout ce qui se passe. Et du coup, nous, ça nous nourrit à fond. Et aujourd'hui, oui, il y a une urgence. Oui, il y a des choses à faire. Ce qui est difficile, c'est de se dire que finalement, on agit et on met notre pierre à l'édifice. Mais à l'inverse, on est dans une société qui est pas vouée à réellement agir. Donc, on a plein de rapports alarmants, mais on a un système politique, mais mondial, c'est pas que la France, qui aujourd'hui prête un léger intérêt à ces sujets, mais en aucun cas pourra maintenir le niveau de 1,5 à 2 degrés espéré aux accords de Paris. Et donc, si on est assez réaliste, on va être sur du 2,5-3 qui a un impact dramatique, à la fois sur les migrations de population, à la fois sur la gestion de la nourriture et de l'agriculture. Je vais pas rentrer dans le détail du rapport dont on a pris connaissance il y a 3 jours, mais... Ouais, en synthèse, faut arrêter la voiture individuelle, faut arrêter de manger de la viande. Faut réisoler l'intégralité des parcs immobiliers parce que c'est une source énorme d'émanation de CO2. Il faudrait consommer beaucoup moins de métaux puisque la sidérurgie est une industrie hyper impactante, la numéro 1 mondiale en termes d'émissions. Et donc du coup, toutes ces choses-là fait que ça va contre le développement de tous les outils informatiques qu'on utilise, toute la partie réalité,
la vision réalité augmentée dans la vie, là, les NFT, métaverse. Les métaverses, voilà. Tu vois, Intelligence artificielle. On voit des marques comme Chanel, etc., qui ont fait leur dernier défilé en métaverse. Ça veut dire que de toute façon, on est dans une ère où la masse de l'industrie veut s'orienter parce que il y a d'autres expériences, parce qu'il y a d'autres choses. Maintenant, il y a des business. On peut acheter pour 8 millions d'euros son terrain à côté de chez Snoop Dogg en métaverse. Et ça, ça fait que on continuera, a priori, si la société continue ainsi, à consommer, à gaver de métaux, gaver de téléphones, d'ordinateurs. Et ça, ça va à l'encontre de ces rapports. Donc, on a des phénomènes sociétaux où nos sociétés, on a l'impression qu'elles vont à l'encontre d'un constat qui fait que peut-être dans 30 ans, ils auront beau avoir tout le confort qu'ils veulent, ils pourront plus vivre. Ouais, et puis tu peux même dire que la récente crise, le Covid, la façon dont on a tous réagi, moi le premier, parce que je suis loin d'être exemplaire, mais c'est de se dire, je vais m'acheter alors à Paris une résidence secondaire, et puis je vais encore plus partir parce que télétravail, je me suis mis un nouveau poste de travail chez moi, comme ça j'en ai un au bureau. Enfin, on a tous multiplié la consommation, alors qu'il faudra aller exactement dans l'autre sens. Ce qui est hyper intéressant, vous, dans la façon de vous communiquer et dont vous faites chez Picture, me semble-t-il, c'est alors déjà premier truc, est-ce que vous faites du Made in France ? Alors du Made in France, on en a un petit peu sur des produits à tout petit temps de main d'œuvre. Parce que la vraie problématique qu'on rencontre, c'est pas avoir des matières premières. Et d'ailleurs, les matières premières qui sont faites en France sont essentiellement issues de fils qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique du Nord pour le coton ou d'Inde. Et donc du coup, après, ici, chez nous, on va avoir quelques métiers à tisser, quelques tricoteuses, mais rien pour pouvoir alimenter un volume important. Et une fois qu'on a les matières premières, c'est la main d'œuvre. Et là, le coût de la main d'œuvre, je vais prendre l'exemple d'un t-shirt et d'une veste de ski. Comme ça va vulgariser la chose. Un t-shirt, on est sur une main d'œuvre de 5 minutes, coût efficient. Et donc un t-shirt aujourd'hui qu'on fabriquerait, donc je vais prendre la Chine. Le coût minute en Chine, il est à 20 cents. Donc aujourd'hui, le coût de revient du t-shirt va être autour de 5 euros. Donc on va importer le t-shirt, on va le revendre 10, il va se revendre 20. À l'inverse, si on fait le t-shirt en France, on a un coût minute qui est plutôt autour des 1,50 €. Donc on va se retrouver autour de 8-9 euros de coût, plus la matière première 5 euros, ça fait 14 euros. Et là 14 euros, ça veut dire qu'il faut qu'on vende à un détaillant. Donc nous on va prendre une marge 6 euros, on le vend 20 euros, et le détaillant il doit faire x2 pour assumer uniquement ses salaires, son loyer et ses frais de... Donc là, il va tout de suite être à 40-45 euros. Et donc, il y a des produits qui ont des acceptances sur le marché plus ou moins viables. Donc là, sur un t-shirt, ça peut être viable. Nous, sur les cache-coups de ski, donc toute cette partie tube de protection, on en fait 40 000 en France parce qu'il y a un coût de main-d'œuvre un temps de main-d'œuvre qui est limité et donc on peut le faire. Et ce que je trouve, excuse-moi Julien, je te coupe, mais j'y viens sur la communication, ce que je trouve hyper intéressant parce que là, j'ai une revue sous le coude que vous distribuez en magasin, sur votre site internet. Vous êtes hyper transparent, me semble-t-il. Vous faites une partie en France, mais congrue, en tout cas, vous faites un max. Vous produisez encore beaucoup en Asie ou en Turquie, me semble-t-il. Et ce que vous expliquez, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que, il y a le sujet de produire local, de circuits courts, c'est-à-dire que les vêtements fassent de moins en moins de trajets. Mais vous expliquez ça super bien, je trouve, et il y a peu qui le font. C'est que le sujet, finalement, c'est l'énergie qui est utilisée pour produire les produits. C'est ça la clé. Et c'est ce que dit le rapport du GIEC. Et ce que tous les spécialistes disent, c'est que le sujet, c'est, OK, quelle est l'énergie qu'on utilise au départ ? Et le gros sujet, c'est l'énergie des usines. Et vous, ce que je trouve assez intéressant, c'est que déjà, vous le dites, là pour l'instant, on n'arrive pas à faire 100% en France. En plus, on a un marché mondial, donc ça peut faire sens d'être un peu partout. Mais le cœur de la bataille, c'est d'avoir une énergie la plus propre possible. Et vous développez des programmes avec vos usines, vos partenaires, pour faire en sorte que justement cette énergie elle soit la plus clean possible. Tu peux nous en dire un mot, Vincent ? Ouais, bien sûr. En fait, l'objectif, parce que quand on a fait l'empreinte carbone, parce que pour Bicorp, pour avoir le label Bicorp, en gros, il faut cartographier tous les pôles de dépenses en CO2 de l'entreprise et aux produits. En fait, le truc, c'est quand on fait ça, on se rend compte que dans la carto, finalement, le transport, c'est pas l'émission numéro 1, loin de là, et c'est clairement pas là où, en gros, tu vas faire mouche, si tu veux vraiment avoir un impact. Donc, en gros, le truc, ça a été de dire, finalement, c'est l'énergie, l'électricité pour démarrer le pick-up, c'est ce que tu viens de dire. Et à nous d'arriver à être pédagogues, et à nous d'arriver à leur amener tout un tas de choses pour que ces usines-là puissent faire leur transition énergétique. Et c'est ça l'objectif. Et les deux grosses usines qui nous produisent aujourd'hui, qui font à peu près 85%, pour pas dire 90%, du CA, ou même en volume, ou en kilo-euros, on va dire, on est Chine, donc avec l'usine Leliane, et puis l'usine Cefili en Turquie, à Izmir. Donc voilà, c'est vraiment sur ces deux usines qu'on se focalise, parce qu'aujourd'hui, c'est là où tu peux avoir un maximum d'impact. Alors, comment on fait dans un pays dont les infrastructures sont pas forcément celles où l'énergie est la plus verte, pour faire en sorte qu'elle le soit un peu plus ? Là, tu identifies dans le cycle du produit, là où tu dois vraiment te focaliser. On sait qu'aujourd'hui, les deux pôles émissifs, c'est la teinture, la filature. Donc là, on a commencé à s'attacher à
c'est quasiment 65% du coût carbone d'un produit. Donc là, derrière, tu rentres en contact avec ces usines parce que c'est des sous-traitants de ton partenaire. Donc déjà, il faut arriver à les identifier, à les rencontrer. Et le partenaire a l'impression que tu vas lui faire un petit dans le dos. Donc déjà, il faut passer cette barrière de la confiance en la transparence. Et une fois que tu as passé ça, après, tu attaques des discussions sur, aujourd'hui, d'un point de vue pédagogique, le mix énergétique du pays. On va prendre l'exemple de la Turquie, 80% c'est de la combustion de charbon qui va créer de l'électricité. Et donc, c'est leur dire comment on essaye de passer en énergie verte. Là, il n'y a pas mille solutions. Le solaire, dans des pays comme la Turquie, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus efficace. Donc là, c'est comment aujourd'hui on met en place un programme collaboratif. Vous nous augmentez un peu les prix, ça vous permet de financer ça. Vous, de votre côté, vous investissez, c'est du donnant-donnant. Mais ça, c'est pas à l'échelle de Pitcher qu'on peut le faire parce qu'un filateur qui va filer pour toutes les boîtes de la région, nous, on représente 0,01% du CA, donc il va nous regarder avec des grands yeux et faire les petits retourne jouer avec tes jouets. Là. Et donc, du coup, là, c'est là où c'est super important de se fédérer en tant qu'industrie. Donc, c'est là où des boîtes comme Decathlon qui produisent et achètent leurs fils à ce même endroit, on a commencé à avoir des échanges, à avoir des enjeux communs. Et donc là, on est sur des enjeux planétaires, on n'est pas sur des enjeux de compétition. Et donc là, on a commencé à parler d'une même voix ensemble auprès de cette usine. Là, ils ont commencé à nous écouter. Et du coup, d'autres marques viennent se rallier à la cause. Et sur cette base-là, en fait, c'est ensemble, dans notre union, qu'on est fort. Et cette usine, aujourd'hui, en Turquie, là, autoproduit 40% de son électricité en énergie solaire. Et du coup, elle vient contrebalancer le mix énergétique du pays et du coup, baisser drastiquement notre coût carbone. Et donc ça fait partie de ces leviers que tu as en tant que boîte, mais sans les autres, tu peux pas le faire. Et cette coopétition, comme on l'appelle, on est des compétiteurs dans l'industrie, mais par contre, on doit coopérer sur ce challenge mondial qu'on a tous autour de la décarbonisation. Là, pour le coup, un autre exemple, c'est avec la marque Tentry, la marque Prana, donc une marque canadienne, une marque américaine. On fait des échanges de best practices pour retirer tous les packaging de tous les produits. Donc c'est comment aujourd'hui je suis capable d'une usine de livrer un produit sans plastique qui va traverser l'océan dans un carton, qui va être entreposé dans un entrepôt plein de poussière, qui ensuite va aller chez un client dans un autre entrepôt puis en rayon. Et il faut que le produit il arrive propre. Et donc du coup là c'est là où chacun dans nos supply chain on a fait des essais, on les partage et il y a même des détaillants maintenant qui se sont intégrés à la démarche, des gens comme REI version américaine. Donc c'est l'équivalent du vieux campeur américain qui aujourd'hui se sont associés à la démarche et du coup font les retours par rapport au magasin, mettre en place, ils appellent ça la packaging policy. Toutes les marques à l'avenir qui livreront en polybag seront facturées de 10 cents par polybag livré. Donc ça veut dire que, parce qu'ils considèrent que eux, ils ont un coût de recyclage parce qu'ils ne veulent pas être le bout de chaîne qui génère le déchet. Et donc ils ont dit, nous on va mettre en place toute la filière pour recycler. Par contre, bossons ensemble pour avoir la même qualité de packaging. Quand c'est un t-shirt blanc, on n'a pas le choix, il sera dans un polybag. Et à ce moment-là, on prend tous la même référence pour qu'il soit recyclable. Et ça, cette coordination, elle marche que si on s'associe à d'autres. Ouais, et ça fait plaisir à entendre parce que voilà, les rapports du GIEC sont alarmants, on sent que la pression est là, mais il se passe quand même vraiment des choses. Et ce que tu expliques, moi j'ai eu au moins 2 fois cet échange avec d'autres DG dans la glisse et l'outdoor qui disent on est compétiteurs. Par contre, sur tout ce qui est RSE, on partage les best practices, on se file les tuyaux, on essaye d'y aller ensemble parce que c'est la seule façon d'y arriver. Il y a l'effet de taille et puis il y a le fait qu'il faut aller vite, quoi. Et c'est une chouette chose. Vous avez aussi lancé un truc très récemment qui est la location des vêtements. Donc ça, c'est encore next step. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'on prépare déjà depuis un moment. En fait, on avait plusieurs groupes projets qui travaillaient là-dessus depuis, c'était juste avant le Covid. Et le truc, c'est qu'on n'avait pas encore passé le cap parce qu'il fallait un sens, c'est-à-dire qu'on démarre par la réparabilité à vie. Parce qu'il faut des bons produits et des produits qui soient réparables si tu veux parler de location et de seconde main. Parce que ça, c'est les mots à la mode, mais à un moment donné, il faut pouvoir le faire et il faut pouvoir le faire aussi correctement pour que les gens voient un truc qui marche bien. Tiens, commence par la réparabilité à vie. Ça, c'est intéressant. Ça a quoi comme conséquence pour une boîte de dire, OK, les produits vont être réparables à vie? C'est juste du SAV qui est plus long? Alors, la conséquence, t'en as deux. T'as forcément déjà le coût, parce que le coût pour l'entreprise est forcément plus élevé que de changer le produit. Tu factures quand même. Si moi, je me pointe avec ma... Non, c'est gratuit. La réparabilité à vie pour un produit Pitcher, c'est gratos. Donc, si j'ai ma fermeture éclair qui déconne dans 5 ans, je te l'envoie. Ouais, tout à fait. Et tu le renvoies gratos. Oui. Okay. Alors, le retour, l'envoi est à la charge du client, et le retour est à notre charge. D'accord, mais le coût de réparation, vous le prenez en charge. Oui, tout à fait. D'accord. Pour un zip central, c'est quoi? C'est 80 balles, 90 euros. Un zip central qui est pété. Ouais. Et aujourd'hui, on a des ateliers de réparation qui sont un peu partout maintenant sur la planète, qui sont agréés Pitcher pour justement garder la garantie, etc. et être sûr que le truc soit réparé correctement par les réparateurs. Et puis après, derrière, ça a été de mettre en place toute une chaîne, alors bien sûr informatique dans un premier temps, pour mettre en place la location. Pour que ça soit simple et facile, on a démarré par la France, parce que on joue à domicile et c'est quand même plus pratique de tester le modèle et le marché comme ça. Et en gros, tu arrives sur notre site internet,
internet, tu vois le produit qui te plaît bien, c'est marqué louer moi plutôt que de m'acheter. Bah voilà. Donc si t'as 2 semaines de ski dans l'année, vaut mieux louer le produit que finalement. Du coup, c'est quoi le concept ? Je me pointe dans un magasin Pitcher ou un partenaire et je peux prendre ma tenue. Ça va me coûter combien Alors non, les 2 t'es semaines ? pas en physique, c'est uniquement pour l'instant en digital, ok. Uniquement en ligne pour l'instant. L'objectif à terme, c'est de justement simplifier le truc, c'est-à-dire qu'en même temps que tu vas rendre les skis pour toute la famille, tu rends aussi les pièces. Ça, c'est vraiment là où on veut arriver à terme. Mais là, pour l'instant, pour tester le modèle et pour nous aussi nous tester, parce que c'est un vrai challenge d'entreprise, c'est vraiment une grosse masse de personnes qui bossent dessus. Là, dans ce cas-là, on a choisi le full digital pour l'instant, quoi. D'accord. Et puis l'enjeu de la location, c'est vraiment le consommer moins mais mieux. Ça, tu l'entends à toutes les sauces, dans toutes les campagnes marketing de plein de marques, mais c'est une réalité économique. Aujourd'hui, la surproduction de produits textiles, pour des usages qui des fois sont de 2-3 jours à l'année, c'est un drame pour l'environnement. Donc l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plus vendre des produits, c'est vendre des usages. Et du coup, à partir du moment où tu vends un usage, tu peux louer à la journée ta combi pour un usage. Et ce qui est marrant, c'est que après 1 an de retour d'expérience, et de l'essentiel de nos clients se localisent en Bretagne, à Paris, à Bordeaux. Donc des villes qui sont globalement loin des montagnes, où les mecs justement veulent acheter de l'usage parce qu'ils sont pas suffisamment présents en montagne pour avoir un besoin quotidien ou hebdomadaire. Et donc on voit que ça marche super bien. Et deuxième constat qui est assez hallucinant, mais je pense que c'est parce que la gente féminine est beaucoup plus à même et beaucoup plus éduquée à ça. 70% de nos consommateurs sont des femmes sur ce créneau. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté pour nous. On revient à l'usage, mais d'essayer de vendre des usages. Et quand on voit que dans l'automobile, des marques comme Google se mettent à faire des voitures parce qu'ils veulent vendre des trajets à l'avenir autonomes et ils veulent pas vendre des voitures. Des marques comme Apple se mettent dans la voiture. Ça va donner du fil à retordre à nos industriels français, les Peugeot, Renault et compagnie, parce que le marché aujourd'hui est en train de s'orienter vers l'usage plus que vers la propriété. Et la nouvelle génération, quand on regarde toutes les analyses de consommation des 15-25, aujourd'hui c'est une génération qui veut plus posséder. Ça, on disait ça avant le Covid, c'est encore le cas aujourd'hui ? Ouais, clairement. C'est en fait, tu te rends compte que, mais ça fait partie aussi du rapport, c'est-à-dire de moins perméabiliser les sols. Donc ça veut dire qu'on construira de moins en moins, ça veut dire qu'on va surdensifier, ça veut dire qu'on aura de moins en moins de place. La logique, nous, tout de suite, on le verra peut-être pas tout de suite demain matin, mais en tout cas, la nouvelle génération, oui. Donc ça veut dire qu'on aura moins de place pour entreposer des trucs qu'on se sert pas tous les jours. Donc, en fait, en un mot, c'est ce mot-là qui est à la mode de nouveau, mais qu'on a depuis quasiment le début, parce que nous, c'est ce qu'on appelait la débrouille est devenu la sobriété. Parce que finalement, c'est ça. Non, mais c'est vrai, quand on était jeune gamin, c'était 5 dans une bagnole avec les bords de snow qui nous passaient au-dessus de la tête et tout. Et ça, c'est ce qu'on appelait la débrouille. C'est à la démerde, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas de thunes, tu te débrouilles, quoi. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui la sobriété, la quête de sobriété, de sens, etc. Et c'est pour ça que Pitcher s'oriente naturellement vers ça, parce que c'est aussi ce qu'on est depuis qu'on est gosse, et c'est cette transition de modèle aussi économique qui doit se passer. On prend l'habitude d'être dans la grosse Audi, break. En fait, t'y es bien, mais quand tu peux plus la garer, tu vois, moi j'avais clairement le cas en habitant en hypercentre, en fait, quand tu peux pas la garer et que tu te la fais défoncer tous les soirs, alors c'est pas Audi, c'est Volvo, mais finalement, tu la lâches, quoi. Ouais, on en est tous non, en mais train c'est de se relou, faire ce chemin-là, quoi. Et puis à Paris, encore Paris, plus, laisse tomber. Moi, j'utilise plus ma voiture. J'ai vendu mon scoot voilà. le week-end dernier parce que il me sert plus à rien. Enfin, on est en plein dedans. Tout ça, c'est des super décisions. Enfin, voilà, on peut que adhérer à tout ça. Tu disais, Pitcher, c'est une boîte B Corp, donc j'imagine que les collaborateurs, vos managers dans la boîte, ils sont hyper engagés. Mais quand vous expliquez, justement, en comité de direction, je sais pas si ça s'appelle comme ça chez vous. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ok. Donc quand vous imaginez, j'imagine votre réunion très collaborative, vous dites, bon les gars, en fait, la vente, c'est plus ça. Demain, c'est le service, c'est la location. Est-ce que tout le monde adhère tout de suite, ou t'as pas le gars des chefs de vente en PACA qui dit, ton affaire là, ça m'arrange pas, mon gros là. Non, mais t'as des steps. En fait, tu le fais avec du bon sens. T'es pas en train de dire on va radicalement changer le modèle économique. Tu dis à un moment, il faut qu'on s'adapte au monde actuel, et notre modèle, il est ce qu'il est, il continuera de nous alimenter, mais créons des modèles de transition. Et si ce modèle il marche pas, on aura toujours notre modèle A qui lui marche et fait que la boîte peut dérouler et qu'on va pas licencier du monde du jour au lendemain. Donc ce qui est important, c'est juste de le faire en bon père de famille et mener des initiatives. Et la chance qu'on a, c'est d'être indépendant et c'est de pouvoir les tester. Et même si ça marche pas, parce que cette année la loc n'est pas rentable chez nous, on perd de l'argent, mais aujourd'hui on va pas l'abandonner parce qu'on a perdu de l'argent. On croit au modèle et on s'est dit on va se donner 5 ans pour lui donner du succès, et du coup si dans 5 ans on voit qu'on s'est trompé, ce sera le moment de faire demi-tour, mais en tout cas on ne sera pas coupé l'herbe sous le pied. Et puis peut-être qu'on trouvera un autre modèle qui nous est peut-être un peu plus un peu meilleur, etc. Mais je pense qu'il faut essayer des choses. C'est ce qu'on a fait pour Pitcher. Pitcher, l'aventure, c'était on va essayer de mettre notre patte et notre pierre à l'édifice dans cette aventure-là. Donc
faut jamais brusquer. En fait, on s'est bien rendu compte d'un truc après 14 ans d'activité. On s'est rendu compte d'un truc, c'est que dès que tu commences à être un peu extrême dans tes décisions et dans tes choix, c'est là où tu perds beaucoup de choses. Ouais. Déjà, tu perds l'intérêt des équipes, ce qui est con, puisque sans les équipes, de toute manière, on serait pas là non plus pour en parler, parce qu'on se serait perdu dans Paris. mais ce que je veux dire par là, c'est que dès que tu commences à être trop virulent sur un truc, c'est là où tu perds tout. Donc il faut être pédago, faut alimenter de la transition, faut y aller en douceur, faut apprendre le truc, faut apprendre le nouveau système, et faut avancer. C'est-à-dire que vous vous mettez un peu en pionnier sur le sujet, mais vous n'êtes pas non plus en mode radicaux dans vos il faut pas. Ouais. Exactement. Et puis on a appris aussi de nos erreurs parce qu'on a braqué nos détaillants par contre. Ouais. Ah bah oui. Je parlais des commerciaux, effectivement. Parce que pour le coup, autant en interne, on a fait adhérer parce qu'on a été communicant, autant en externe, on a très mal communiqué sur le sujet. Et les détaillants se sont dit, on a reçu des mails incendiés, vous voulez la mort du détaillant, vous voulez passer en direct sur de la location, vous considérez qu'il faut plus qu'on vende, alors à quoi on sert pour vous, on est uniquement des outils de votre marketing. Donc du coup, on a tout de suite créé une espèce de gap entre la marque et les partenaires, alors qu'il n'y en avait jamais eu jusqu'à présent. Et puis il n'est pas question de ça. Ouais, et puis c'est même pas du tout la volonté, c'est juste que... Et puis en plus, là, on est en train de les intégrer dans le projet pour qu'ils puissent être aussi centre de collecte, centre de dépôt, etc., notamment en station de ski. On est en train de dupliquer le modèle sur la partie surf avec les combinaisons en station balnéaire, sur les bons spots de surf, avec des écoles, avec... Donc voilà, donc tout ça aujourd'hui, c'est aller un peu à l'encontre de la démarche qu'on avait en interne, et il a fallu qu'on réapprenne à communiquer. Et finalement, sur tous ces sujets, ce qui en fait le succès aussi, c'est la capacité à communiquer sur le sens, le pourquoi. Et quand on oublie un rouage de l'engrenage, ça grippe. Ouais, et puis tu te dis, en fait, le marché il peut aussi grossir parce que tu peux, au lieu d'aller acheter des combis, la combi de surf, tu vas l'acheter en premier prix, pas cher, et puis elle est toute pourrie au bout de 3 saisons, elle est naze. Tu peux être dans un marché plutôt de location, d'aller acheter du haut de gamme, du truc qui tient, où t'as chaud, pas le truc détendu, où t'as froid au bout d'une demi-heure. Donc ouais, il y a un bon modèle. Mais tu vois, je me faisais la réflexion, c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous faites et le fait que ça marche, et c'est chouette. Mais tu vois, moi, il y a pas longtemps, j'étais à Biarritz et je passe devant le magasin de pictures de Biarritz et je me dis tiens, et j'avais pas de casquette, j'avais oublié de prendre ma casquette et il faisait beau ce jour-là à Biarritz, tu vois, ça arrive. Je me dis tiens, je vais aller chez Picture, j'aurais jamais acheté de produits, je les vois peut-être dans un mois ou deux, je vais prendre un truc. Donc je rentre dans le magasin, je regarde les produits, je me trouve une petite casquette, machin, puis je commence à regarder, je regarde aussi la doc sur la consommation durable, patati patata, je prends le produit, je regarde les étiquettes, là je tombe sur le label Bicorp, machin, enfin je dis mais est-ce que j'en ai vraiment besoin de cette casquette? Du coup, je n'ai pas acheté votre casquette, les gars. On a fait trop de communication là-dessus. Mais c'est pas facile à tenir comme marketing. Donc, moi, tu vois, je ressors, je dis, en fait, j'en ai pas vraiment besoin, je la prends pas. Et c'est là où c'est dur pour une boîte parce que, faut quand même séduire, vendre et trouver le bon degré, je trouve pas simple. Et c'est intéressant de vous dire que voilà, vous n'êtes pas dans la radicalité, vous essayez de jauger le truc et de faire avancer le truc dans le bon sens sans braquer tout le monde. De toute manière, faut expliquer les démarches. Après, si les démarches t'as fait ne pas acheter en quête de sobriété parce que du coup tu t'es dit que finalement est-ce que j'en ai réellement besoin, ça veut dire que ça a marché et finalement on est content. C'est une réalité. Ouais. Et après c'est dans la transition du modèle où tu arrives à trouver d'autres modèles où en fait ta casquette peut-être que tu l'auras pour la journée dans 15 ans. J'en sais rien, mais la réalité c'est peut-être ça. Pas lavé, sale. Ouais, bien sale, non mais ce qu'il faut se dire, c'est que la loc répond quand même à un maximum de besoins, pas de besoins, mais d'envie que les gens ont aujourd'hui, d'envie, des plaisirs égoïstes, parce qu'on est tous égoïstes, à différents degrés, chacun de notre côté, en tant qu'être humain. Et en fait, le truc, c'est que tu n'arriveras pas à aller expliquer, mais comme le disait Julien Talia, tu n'arriveras pas à aller expliquer à 100% des habitants de la planète qu'en gros, du coup, t'éviteras d'aller chercher des trucs chez Zara, là maintenant tu gardes un t-shirt sur l'année, machin. Ça marchera pas. Et ça, t'y arriveras pas. Donc, la loc peut pallier au problème de la mode. Le problème de la mode qui est, il faut changer régulièrement. Si sur 2 semaines de ski, t'as envie de changer 3 fois de tenue, la loc te permettra de le faire. À nous de l'organiser, à nous de le dynamiser et à nous de faire en sorte que ça fonctionne pour que finalement tout le monde puisse conserver, on va dire, une grande partie de ses envies égoïstes, ses petits plaisirs, ses petits péchés mignons, mais tout en étant en quête de sobriété, quoi. Tout en mutualisant en fait l'outil. Et puis en plus, tu vois, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a de la sobriété, ça consommera moins, ce sera très bien pour notre planète. Mais à l'inverse, si toi, t'as été séduit par le message en magasin et que tu y as adhéré, le jour où tu auras un vrai besoin, tu iras peut-être plus chez nous que chez n'importe qui. Et du coup, c'est là où pour nous, on est en conquête de consommateurs réfléchis et pas de consommateurs impulsifs. Je vais pas acheter la casquette, mais je t'achèterai la veste. Voilà, peut-être quand tu auras la veste, mais en tout cas, le produit technique, voilà.
Et ça, c'est important. Et du coup, quand Vincent parlait de cette espèce de besoin de fast fashion, de consommation permanente que les gens ont, de renouveau, finalement, la seconde main répond en partie à ça aussi. Tu peux, dans tout ce qui a été produit aujourd'hui, répondre à ton besoin de consommation un petit peu accru suivant les personnalités à travers de la seconde main sans forcément aller acheter du neuf qui, lui, a généré de la surproduction et tout un tas de variantes néfastes pour notre planète. Donc là-dessus, il y a aussi, ça c'est un peu, on va dire, les dérives d'un Vinted où aujourd'hui, il y a tout un tas de projets qui tentent à mapper le coût carbone d'un produit seconde main puisqu'il faut malgré tout l'envoyer, il y a du transport, il y a tout ça, pour le comparer à un produit normal. Là, on est en plein dans ces réflexions en interne, donc là, j'ai pas de chiffres à te donner, mais ça fait partie des réflexions qu'on mène sur l'impact de la seconde main réelle, quoi. Excellent. Bon, on est dans un podcast glisse et outdoor, on est entre riders, on n'a pas du tout parlé de ride, on est déjà à la fin du temps, mais je voulais juste savoir, en termes de culture dans la boîte, c'est des riders, ça pose du RTT pour les surfer ou... Ça dépend, on a 2 sites. Alors Annecy, tu vas avoir quand même un peu plus de riders. À Annecy, on est 90% de pratiquants. Si c'est tombé le matin, on est tous en ski de rando à 6h du matin avant d'aller au bureau parce que les spots de rando, ils sont à 20 minutes du bureau. Donc il y a une journée de neige, tu sais qu'il n'y a personne au bureau. Et c'est un peu comme chez Quicksilver côté surf quand il y a un bon swell. Hein. Et je me dis, c'est pas facile dans les boîtes de riders parce que quand tu es dans une boîte, il n'y a pas que des riders, tu vois, tu peux un peu te planquer quand il y a des bonnes houles, de la bonne neige. T'es pas là, ça se voit pas trop, quoi. Là c'est grillé, quoi. Enfin... Ah là c'est over grillé. Et puis en plus, dans nos équipes, globalement, c'est des surfeurs, ils font beaucoup de mountain bike et ils font de la montagne. Donc toute l'année, de toute façon, il y a des moments où les conditions sont bonnes pour... Quelques kitesurfers aussi, quand il y a des bons coups de vent au lac Clément ou au lac d'Annecy. Il parle pour lui, là. Non, mais du coup, on a vraiment quand même cette culture de la ride et c'est ce qui nous anime. Et je pense que tous les mecs qui postulent chez nous, globalement, s'il n'y a pas une affinité, donc là, je parle côté produit, vente, marketing, vraiment au sport et à la pratique, c'est difficile pour cette personne même de s'intégrer dans l'équipe parce qu'elle va être en rupture. Donc c'est un peu, tu t'adaptes où tu pars. Et ça, c'est assez dur pour certains, mais c'est une vérité. Après, on accueille tout le monde, hein. Tu dis quoi? Je dis on accueille tout le monde, on est sympa. Hein. C'est mieux si tu fais du skate. Voilà, c'est un peu mieux, mais si t'en veux pas. C'est quoi toi ton kiff en ce moment, Vincent, en termes de pratique sportive? Écoute, nous c'est assez simple. À Clermont, en gros, on a un symbole, c'est là où on s'est rencontrés un peu tous les trois, donc c'est autour du skate. Donc c'est vrai que quand on a construit notre nouveau siège social tous les trois à Clermont-Ferrand, le truc ça a été tout de suite de se dire on va avoir une place centrale qui sera le skatepark. Donc on s'est fait faire un skatepark. C'est des amis de chez Constructo là qui nous ont filé un coup de main pour faire un truc bien propre. Et du coup, c'est vrai que de là, t'as des personnes qui sont assez curieuses parce que dans les fonctions support, tout le monde ne fait pas du skateboard. Et en fait, le truc, c'est que de là, comme t'as des potes fracassé à la compta avec le bras en écharpe. Donc en gros le truc ça a été comme on a des potes qui font aussi qui donnent des cours de skate, et on leur laisse le skatepark le mercredi après-midi parce qu'en fait l'objectif du siège social c'était que ça devienne un lieu de vie. C'est un peu notre mantra, tu vois, que ça soit ou autour de la glisse mais ou autour de tout un tas d'autres choses culturelles, etc. Et le truc c'est les profs on vous laisse le truc le mercredi après-midi pour les gamins, venez donner des cours aux équipes, en tout cas ceux qui veulent, venez leur filer un coup de main pour pas qu'ils se fracassent. Excellent. En descendant la courbe. Et là on a halluciné parce que il y a des profils chez nous qui avaient rien à voir avec le skate, qui ont commencé à se mettre à faire du skate et qui kiffent parce que c'est génial. Et du coup c'est vraiment cool, ouais. Et ça pour le coup dans la dimension inclusive, c'est Vincent qui a été hyper moteur sur le sujet. Mais c'est génial quoi. Moi quand j'arrive au siège et que je vois toutes les équipes là, qui sont en train de chiller sur le skatepark, rouler et tout, tu te dis purée, ça c'est notre équipe. Il faudra que je vienne vous voir là. Il me fait envie de sécher ça. Sincèrement, ce qui est cool, c'est que je les ai vus l'autre soir, donc j'ai vu leur cours et en fin de journée, en fait entre eux là, le groupe d'alternants là, ils se tenaient donc chacun la main pour que l'autre continue d'essayer de descendre la courbe. Mais c'est trop cool. Ouais, c'est cassé la gueule, hein, mais le mec le tenait pas bien, mais il n'empêche que j'ai trouvé ça trop cool, quoi. La passion d'un coup a pris, tu vois, ça a animé le truc. On a la même chose avec la musique, on a une scène de musique où on est associé avec la coopérative de mai, là, qui est le centre culturel musical de Clermont, où ils font quand même venir des gros groupes. Et l'idée, c'était pareil, de créer une inclusion d'équipe par la musique. On en a qui savent jouer, qui ont des groupes, filer un coup de main pour que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une batterie chez eux puissent essayer de taper dessus, quoi. Et puis ouais, ce qui est cool, c'est que nos after-work, finalement, on reste plus au bureau jusqu'à 6h et on part parce qu'on a fini de travailler. On reste boire une mousse. Bon, on autorise l'alcool chez nous, mais ça faut pas le dire. Si l'inspection du travail nous écoute, et fermez le...
Mais voilà, on reste boire une petite Ouais, mousse. c'est de la bière locale, Il y en a plus, tous ça ceux qui compte pas. tapent le bœuf derrière. Il y a 2 petites nanas chez nous qui chantent super bien, qui se sont mis à prendre le micro, chanter. On savait même pas qu'elles avaient ce talent. Et c'est super, quoi. Donc on a 1 heure de concert, là, des équipes qui tapent le bœuf. Et au-delà, tu vois, du travail à délivrer, bah, t'as toute cette partie hyper conviviale qui est hyper motivante parce que bah, t'appartiens aussi à un groupe et puis tu vis dans l'entreprise. T'es pas uniquement là pour aller prendre un salaire et repartir. Et ça, c'est ce qui nous tenait à cœur quand on a créé. Et là, quand on voit ça, on a des yeux de gamin à regarder tout le monde, quoi. Ride, Protect and Share Picture. Julien, Vincent, un grand merci pour votre venue, pour votre temps. C'était super intéressant. Vous voulez un mot de la fin? Je sais pas. T'as un mot de- Non, j'en ai pas là. Non, j'en ai pas non plus. Ah ouais. Il comptait sur moi. Bon, alors le mot de la fin, c'est qu'on n'a pas de mot de la fin. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci les gars. Salut, Merci. ciao.